Bonjour les amis, c'est le Seb pour le team Oli le Belge. Je vais vous présenter aujourd'hui une moto que nous avons vraiment une chance inouïe d'avoir dès sa sortie. En l'occurrence, la toute nouvelle BMW R18B. B pour Bagger. Ben oui, voilà. Donc, nouvelle déclinaison de cette moto un petit peu hors norme, à vrai dire, articulée autour de ce 1800 cm3 bicylindre à plat. Donc, une version bagger, un petit peu plus taillée pour la balade, pour le tourisme, quelque chose d'un petit peu plus caréné, protégé, et une position un petit peu plus prévue pour tailler des distances un peu plus longues. Donc. Alors, je vais revenir un moment sur le moteur, ce fabuleux moteur de 1802 cm3, bicylindre à plat donc, qui développe 91 chevaux à 4750 tours par minute. Mais au-delà de la puissance, qui, à vrai dire, n'est pas très importante et n'est pas l'argument le plus important, c'est surtout le couple que dégage ce moteur qui est vraiment fantastique et sensationnel. Pensez donc 158 Nm à 3000 tours. Sachant que il y a déjà à partir de 2000 tours et jusqu'à 4000 plus de 150 Nm qui sont disponibles. Donc autant vous dire que la moindre rotation de la poignée de droite, avec ces valeurs de couple extrêmement élevées, eh bien ça permet quand même de bien s'envoler, de bien tirer sur les bras à chaque relance donc. Il est à noter également que ce moteur est vraiment généreux, est vraiment disponible encore plus bas dans les régimes. Des reprises à 1500 tours sont tout à fait possibles. Elles s'accompagneront quand même de quelques menus vibrations. À vrai dire, on voit le carénage et le tableau de bord à ces régimes-là. Quand on remet les watts, eh bien oui, ça vibre un petit peu. Bon, rien de rédhibitoire, c'est pas comment dirais-je, on n'est pas sur un tapis vibrant, rappelez-vous ces trucs des années 50 qui permettaient soi-disant de faire fondre la graisse. On est loin du compte, pour transmettre la puissance et le couple de ce moteur à la roue arrière, eh bien on peut compter sur une très bonne boîte à 6 vitesses qui pour la circonstance est équipé d'un sélecteur à double branche qui colle très bien à la philosophie de la machine. Donc on est sur un très chouette sélecteur qui se trouve bien entendu pied gauche, qui permet d'éviter de se salir les godasses lorsqu'on veut monter les rapports. Un petit coup de talon sur la branche arrière et hop, le tour est joué. Cette boîte de vitesse, elle s'engraine vraiment très agréablement. Elle n'est pas violente du tout, elle fait très bien le job. Et malgré le fait qu'on ait un embrayage monodisque à sec, on n'a pas vraiment noté de rudesse de transmission. Je viens quand même d'une R1100 RT qui a elle aussi un embrayage monodisque à sec. Voilà, elle n'était pas réputée à l'époque pour sa souplesse de transmission. Et alors, transmission finale assurée par arbre et cardan. Et comme la philosophie de la machine est conservée, cet arbre de transmission est bien entendu non caréné, je vais dire. Il n'est pas mis dans un pont, dans un bain d'huile, ni quoi que ce soit. Il est vraiment à l'air libre. Pour coller au parquet, eh bien, cette machine, elle peut compter sur son cadre tubulaire en acier double berceau, que l'on voit très bien ici entourer le moteur. Et elle peut être fièrement campée sur cette magnifique fourche carénée à l'avant, fourche d'un diamètre de 49 mm et d'un débattement de 120 mm. À l'arrière, on peut compter sur un mono-amortisseur qui, lui, il est caché là sous la selle, quelque part, derrière ces petits caches. Et son débattement à cet amortisseur est de 120 mm. Alors, ni la fourche ni l'amortisseur ne sont réglables par l'utilisateur. Par contre, on peut compter sur une adaptation, une semi-adaptation de la précontrainte de l'amortisseur arrière en fonction de la charge et du style de conduite. Ben oui, on n'arrête pas le progrès. Et donc, effectivement, ces suspensions font un job formidable sur cette moto. On notera aussi, tant qu'on a parlé suspension, la présence d'un amortisseur de direction qui est situé ici, bien entendu, sous le carénage, histoire de pas trop le voir. Pour ma part, pas vraiment eu recours à le faire, puisque mes premiers tours de roue se sont faits sur route un peu grasse, un peu humide. Donc voilà, on a été quand même un peu circonspect avec
avec la poignée des gaz et pas vraiment eu besoin d'avoir recours à cet amortisseur de direction. Pour l'arrêter, 2 disques de 300 mm de diamètre à l'avant, étriés à 4 pistons, font très bien le job. Très bonne attaque, très bonne endurance. Le frein arrière, quant à lui, un petit peu moins efficace, même si c'est toujours un disque de 300 mm de diamètre, pincé aussi par un étrier à 4 pistons. On ne le voit pas très bien, il est là derrière la valise. On le devine plus que ce qu'on le voit, voilà, peut-être que d'ici. Et ce qui me fait dire aussi, au niveau efficacité, que c'est pas génial, c'est que il faut aller chercher la pédale de frein sous le cylindre et qu'il faut vraiment, je vais dire, faire une petite contorsion du pied et de la cheville pour aller bien appuyer correctement dessus. Bon, après ça, on notera quand même que le freinage avant est beaucoup plus efficace sur cette moto et on aura tendance à utiliser plutôt la poignée de frein au guidon, bien entendu. La moto est équipée d'un système ABS, ben oui, ça devient vraiment normal sur les motos. Tout cet ensemble pèse la bagatelle de 398 kg. 398 kg, c'est quand même pas rien, ça en fait une moto assez lourde. Mais malgré son poids, une fois qu'on est en mouvement, on ne peut pas vraiment dire qu'on ressente grandement les effets de cette masse. Juste peut-être, oui, sur des freinages un peu engagés, on fait peut-être parfois oups, mais bon, voilà, ça tient bien la distance. Un réservoir de 24 litres, donc elle a gagné de la contenance par rapport à la First Edition que nous avons eu l'occasion d'essayer en début d'année. Une consommation donnée par le constructeur, une consommation de 5,8 litres au 100 km. Donc voilà, un rapide calcul nous fait dire qu'on va atteindre plus de 300 km entre deux pleins. Donc vraiment taillé pour la longue distance, sans vraiment s'inquiéter du ravitaillement. Une selle qui culmine à 720 mm du sol, ce qui permet aux plus petits gabarits, comme moi, de trouver facilement place sur la moto. La seule chose, oui, c'est parfois les manœuvres à l'arrêt, avec les deux pieds au sol, qui peuvent être un peu scabreuses, étant donné que, oui, la moto, je vous le rappelle, fait pas loin de 400 kg. Donc, malgré tout, elle requiert un peu de circonspection pour s'engager dans certaines manœuvres à l'arrêt. Alors qu'est-ce qu'on trouve aussi sur cette moto? Eh bien, une partie électronique qui est quand même assez intéressante, assez importante. Eu égard à ce coup de maître que BMW a réussi avec l'habillage du tableau de bord. Donc, nous avons sur cet habillage de tableau de bord la jonction entre une touche de classicisme, en l'occurrence ces 4 beaux cadrans qui sont sur la partie supérieure de cette planche de bord, avec à gauche une jauge à essence. Le premier grand cadran de gauche est le compteur de vitesse. Le grand cadran de droite est le compte-tours, et alors à droite, eh bien, un power gauge, donc c'est-à-dire que ce dernier cadran vous indique la réserve de puissance disponible. Donc lorsque vous avez une accélération à faire, eh bien, vous voyez avec l'aiguille là où vous vous trouvez dans le potentiel du moteur. Eh oui. Et alors, là où la modernité s'installe sur cette moto, c'est sur cette énorme dalle de pas moins de 26 cm de diagonale. Donc j'ai des confrères journalistes qui ont mis quasi aussi grande qu'une feuille A4 et ils n'ont pas tort. Alors, on va réveiller tout ça. Un petit appui sur la commande d'allumage au commodo droit. Et voici le tableau. Alors moi personnellement, je trouve ça superbe. Superbe, effectivement, quand on voit ce que nous avons là à notre affichage. Donc, je vais essayer d'avoir, voilà, le plein écran. Un petit rappel de ce fabuleux moteur, ce Big Twin de 1802 cm3. Alors ce qu'on va trouver comme information sur ce tableau de bord, eh bien c'est très complet. Donc c'est-à-dire qu'on peut avoir en affichage normal, on le voit, le compteur de vitesse, l'activation du régulateur de vitesse, tout ça sur le haut à gauche. À droite, on aura les différentes informations de totalisateur et de totalisateur partiel. Donc je rappelle, on appuie sur la touche supérieure de la commande menu pour faire varier ces affichages.
L'indicateur de rapport engagé se trouve quant à lui tout à fait à droite. Le mode de conduite, il y a 3 modes de conduite dans cette moto. Nous avons le mode pluie, le mode rain, où on lisse la courbe de puissance. On a vraiment une accélération qui se fait tout à fait gentiment. On a un contrôle de traction qui se voudra très rassurant, donc une bonne béquille, un bon garde-fou pour éviter d'avoir des amorces de glissade de la roue arrière, et une intervention d'ABS qui sera relativement importante. Et puis après ça, on passe en mode rock and roll. Le mode rock, comme son nom l'indique, eh bien oui, c'est du lourd, c'est du velu. On a la pleine puissance, on a le minimum d'intervention du traction control et on a l'ABS avec un minimum d'intervention aussi, en tout cas une intervention beaucoup plus reculée. Et alors bien entendu une réponse à la poignée de droite beaucoup plus franche, beaucoup plus rapide. Et le mode roll, eh bien on est dans le meilleur des mondes, c'est le mode pour la balade tranquille. On lisse un peu la courbe de puissance, on a un traction control qui viendra un peu plus vite se mettre en action et un ABS un petit peu plus sécurisant. La ligne d'en bas, c'est une ligne informative, température, poignée chauffante, siège chauffant, la connexion téléphonique et l'horloge. Alors, je ne vais pas vous refaire de nouveau le coup d'explorer tous les menus que cette moto propose, puisque nous avons la même chose sur un petit peu toutes les BMW. Là où je vais faire un petit aparté, par contre, c'est sur le cruise control, le régulateur de vitesse. C'est un régulateur de vitesse adaptatif. On voit d'ailleurs le signal du détecteur ici sur la partie supérieure de l'écran, en plein milieu. Donc le détecteur de distance par rapport à l'obstacle. La commande de régulateur de vitesse et le réglage de cette adaptation se font sur le commodo de gauche, sur le sommet du commodo gauche. Donc l'interrupteur de régulateur de vitesse tout à fait classique sur le sommet du commodo. Et juste en avant, nous voyons donc cette commande de réglage de distance, ce réglage de détection de distance par rapport à l'obstacle. Le capteur se trouve au-dessus du phare. Donc on voit cette petite fenêtre noire qui se trouve là. C'est le capteur de ce régulateur de vitesse adaptatif. Et on peut vraiment dire que ce dispositif fonctionne admirablement bien, sans être trop brutal, avec une bonne détection, des ralentissements qui se font tout à fait correctement et une remise à la vitesse programmée. Vraiment, je dirais, smooth, vraiment tranquille, souple. Au niveau des équipements divers et variés, eh bien dans l'électronique, nous avons également une interconnectivité Bluetooth avec le téléphone et les écouteurs. Nous avons un dispositif de navigation qui peut fonctionner soit en autonomie via l'écran avec un système boule flèche, et ensuite avec l'application BMW Connected, nous avons la possibilité alors d'avoir une navigation par carte. Le téléphone, quant à lui, eh bien, il y a moyen de le positionner à un endroit stratégique. Vous avez 2 petits boutons en forme de triangle sur le réservoir. En appuyant sur celui orienté vers le bas, on ouvre une sorte de vide-poche. Et qu'est-ce qu'on trouve? Eh bien voilà, un rangement pour le téléphone avec un chargeur à induction qui y est inclus, incorporé. Avec un dispositif aussi de refroidissement du téléphone pendant la charge. C'est habilement pensé. Le bouton qui monte vers le haut, lui nous permet d'ouvrir la trappe à essence, judicieusement positionnée sur le sommet du dit réservoir. Alors notre moto du jour est équipée de quand même quelques petites options intéressantes, donc notamment une sono Marshall. Donc là ça reste un petit peu à creuser comme histoire. Les haut-parleurs avant logiquement sont inclus dans la dotation. Par contre, c'est pour ces haut-parleurs arrière qui sont situés dans le couvercle des valises que ça nécessite alors une option. Les valises, en l'occurrence, elles ont quand même une très très belle contenance et elles sont typées bagger. Donc le système d'ouverture, on appuie sur le bouton, on lève le levier et on ouvre. On a accès quand même à un bel espace de rangement. On referme, clic-clac, voilà.
Le régulateur adaptatif, comme je vous le disais, est également une très chouette option. Les poignées chauffantes sont de série, par contre la selle chauffante est une option. Et ici, en matière d'options, nous avons aussi la chance de disposer d'une très très belle selle avec une surpiqûre. Et c'est une option appelée 719. Elle est franchement très très confortable pour le pilote. Pour le passager, par contre, c'est une autre musique. Ma passagère préférée n'a pas spécialement trouvé le confort extraordinaire, n'a pas fait un grand waouh en descendant de la moto. Voilà, je pense que pour le passager, ce sera bien de creuser dans le catalogue d'options que BMW propose, de façon à avoir une selle un petit peu plus accueillante. Ce que nous avons également comme option dans la moto, c'est une aide au démarrage en côte, donc très très pratique. Vous avez un verrouillage du frein qui se fait lorsque vous êtes en côte et ça vous permet vraiment de redémarrer à votre aise. Nous avons également un phare adaptatif, donc avec éclairage de virage et un passage en mode nuit automatique. Très belle signature lumineuse d'ailleurs, je trouve. Le petit sourire là est franchement bien, et on retrouve là aussi le petit logo BMW dans le phare, très très sympathique. La protection, elle se veut un petit peu similaire à tout ce qu'on trouve en matière de baggers sur le marché. Donc la concurrente directe de cette moto est naturellement la Harley-Davidson Street Glide. On se trouve vraiment sur un carénage qui protégera de la même façon. Après ça, la moto, elle n'est pas vraiment faite pour se balader quand il fait froid ou quand il pleut. Déjà qu'à mon avis, elle ne va pas être super facile à nettoyer. Mais vous voyez, la découpe du carénage, elle est quand même assez ouverte sur le dessous. Donc ça veut dire que tout le vent, quand on est assis sur la moto, on se le prend sur les cuisses, les jambes, et ça a parfois tendance même à remonter dans le pantalon et faire un peu froid au derrière. D'où vive la selle chauffante. Ça, c'est une option qui, pour moi, il ne faut pas s'en passer sur cette moto, elle vaut vraiment le détour. Donc voilà, petit point à prendre en considération, la protection. Alors, il est prévu dans les semaines à venir que nous ayons la grande sœur, une autre déclinaison sur base de ce 1802 cm3, à savoir la R18 transcontinentale. On vous en dira plus quand on l'aura, mais je pense déjà qu'on va passer un très très bon moment. Niveau tarif, notre bagger du jour est proposé en prix de base à 27 000 €. Et le modèle que nous avons à notre disposition avec tous les équipements dont elle dispose, donc, lui est affiché à 35 000 €. Donc un gros budget, on reste sur du premium, c'est vrai, donc a priori on n'est pas déçu pour la somme qu'on met sur la table. Voilà les amis, j'espère que vous aurez profité de cette présentation approfondie de la R18B. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. N'oubliez pas naturellement de continuer à vous abonner, de liker les vidéos, de laisser un commentaire, de nous laisser une suggestion. Nous répondons toujours aux commentaires et quoi qu'il arrive, eh bien, continuez à rouler prudemment. Salut!